Bienvenue à cette exploration personnalisée. Aujourd'hui, on se plonge dans des documents vraiment intrigants. Ça porte sur les constellations familiales et la guérison ancestrale. Oui, des documents fournis spécialement pour cette analyse un peu fouillée qu'on va faire ensemble. C'est ça, On a donc sous les yeux un carnet de constellations familiales et puis aussi des extraits d'un guide de sanation ancestrale. d'accord. Et notre mission, si on peut dire, c'est vraiment d'en extraire la substantifique moelle pour saisir comment le passé de nos familles façonne notre présent et peut-être même, oui, notre avenir. C'est tout à fait ça. On va tenter de décortiquer un peu ces approches, voir comment ces outils proposent de dénouer des héritages qui sont parfois lourds, des schémas répétitifs, Mhm. pour peut-être les transformer en source de force, de libération. Prêt pour ce voyage? Allons-y. Alors commençons par les fondations, si vous voulez bien. Ces sources, elles parlent d'une âme familiale, ou parfois d'un champ transgénérationnel. C'est une image assez forte, ça. Oui, Mais qu'est-ce que ça recouvre exactement? Le guide en parle dès le début, je crois. c'est une idée centrale en effet. Ça suggère que la famille, ça va bien au-delà des individus qu'on connaît, des vivants. C'est comme un système énergétique, on pourrait dire. Un système. Oui, un champ d'information qui interconnecte tous les membres, passés, présents, même ceux qui ont été oubliés ou exclus. Ce champ invisible, il contiendrait tout. Les mémoires, les traumatismes pas digérés, les secrets, les loyautés inconscientes. Ah oui. Mais aussi, et ça c'est crucial, les forces, les talents, les ressources du lignage. Le guide, il appelle ça l'âme du lignage. D'accord, l'âme du lignage, c'est une idée très très forte. Mais comment ces sources décrivent concrètement l'impact de ce champ, de cette âme familiale sur nous au quotidien, dans nos choix, nos relations? Le carnet, lui, il mentionne dans son intro que des sentiments, des schémas se transmettent. C'est précisément là qu'intervient ce qu'on appelle le mécanisme de transmission transgénérationnelle. Imaginez un événement marquant qui n'a pas été intégré. Comme quoi, par exemple? Un deuil qui reste bloqué, une exclusion vécue comme une injustice profonde, un secret de famille qui pèse, une faillite honteuse, un abus dont on n'a jamais parlé. Tout ça, ça crée une sorte de tension dans le système familial. D'accord. Et cette tension, elle cherche, inconsciemment bien sûr, une voie pour se résoudre. Une compensation en quelque sorte. Et c'est là qu'un descendant pourrait, sans le savoir, devenir cette voie de résolution. Vous mettez le doigt sur un point essentiel, absolument. Sans en avoir la moindre conscience, un descendant peut se retrouver à porter la charge émotionnelle de cet événement passé. Ou alors à rejouer le schéma comportemental qui est lié. Ah oui. C'est comme si le système familial essayait, à travers cette personne, de ramener à la lumière ce qui a été caché, de réparer ce qui a été brisé, en quelque sorte. D'accord. Du coup, on peut hériter d'émotions que nos aïeux n'ont pas exprimées, de mandats invisibles, du genre tu dois toujours faire passer les autres avant toi, ou de schémas relationnels qui se répètent. Dans notre famille, les histoires d'amour, ça finit toujours mal. Le guide détaille assez bien ça, comment ces fardeaux invisibles se transmettent. Ça bouscule quand même pas mal l'idée qu'on serait seul maître de notre destin, hein? Oui, ça nuance. Ça suggère que nos difficultés actuelles, elles ne sont pas forcément que le fruit de notre vécu personnel. Elles pourraient avoir des échos bien plus anciens. Le premier chapitre du guide introduit bien cette idée d'ailleurs. Tout à fait. Alors, venons-en aux constellations familiales. C'est vraiment le cœur du carnet. Cette méthode, rendue célèbre par Bert Hellinger, elle s'appuie sur des principes clés. Les fameux ordres de l'amour. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Volontiers. Alors, Bert Hellinger, il a mis en lumière 3 grands principes. Quand ils sont respectés, ils permettent à ce qu'il appelle l'amour, on pourrait dire l'énergie vitale, de circuler de façon constructive dans la famille. D'accord. Il faut savoir que cette approche, souvent, elle utilise une mise en espace. Des personnes, qu'on appelle représentants, vont incarner les membres de la famille pour révéler les dynamiques cachées. Et ça repose donc sur ces ordres de l'amour. Les premiers, c'est? Le premier, c'est l'appartenance. L'idée, c'est que chaque membre, vraiment chaque membre, sans aucune exception, a un droit fondamental et égal d'appartenir à son système familial. Même ceux qu'on a oubliés ou rejetés. Surtout cela. Exclure quelqu'un, consciemment ou pas, ça peut être un enfant mort-né, un parent jugé honteux, un premier amour qui a été effacé de l'histoire, eh bien, ça crée un vide, un déséquilibre majeur. Et le système, il va avoir tendance à rappeler l'existence de cet exclu.
souvent via un descendant qui, inconsciemment, va en porter la mémoire ou répéter une partie de son destin. Le droit inconditionnel d'appartenir. D'accord. Et le deuxième ordre? Le deuxième, c'est la hiérarchie, ou plus précisément l'ordre du temps, l'ordre d'arrivée dans le système. Ça, c'est simple en fait. Il y a une préséance naturelle. Ceux qui sont venus avant, les parents, les grands-parents, ont préséance sur ceux qui sont venus après, les enfants. Qu'est-ce que ça implique, concrètement? Respecter cet ordre. Ça veut dire occuper sa juste place, ne pas chercher à prendre en charge les responsabilités ou les fardeaux de ceux qui nous précèdent. Ça instaure une base de respect mutuel, en fait. Quand un enfant, par exemple, se met en position de devoir sauver ses parents ou de régler leurs comptes à leur place, Oui, il sort de sa place d'enfant. Et ça génère souvent des difficultés, pour lui et pour tout le système. c'est logique, oui. Et le troisième principe? Le troisième, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. C'est particulièrement important dans les relations de couple, mais ça joue aussi d'une certaine manière entre parents et enfants, même si là, le flux va surtout des parents vers les enfants, bien sûr. Il faut que ça circule dans les deux sens, hein. Pour que les relations soient saines et dures, oui, il faut un échange dynamique et équilibré. Si l'un donne constamment beaucoup plus que l'autre, ou si l'un reçoit sans jamais rien offrir en retour, la relation finit par s'épuiser ou se déséquilibrer complètement. Maintenir ce flux, ça renforce les liens. D'accord. L'intuition de Hallinger, qu'on retrouve dans le carnet et qui est aussi évoquée dans le guide, c'est vraiment que cet amour familial, il a besoin de cet ordre appartenance, hiérarchie, équilibre, pour circuler sainement. Un amour qui serait désordonné, selon ses sources, devient en fait une source d'intrication, de souffrance. Et le carnet qu'on a là, justement, il a l'air d'être un outil très concret pour accompagner ce travail. Comment il est pensé exactement? C'est vrai, il est présenté un peu comme un compagnon de voyage pour le processus de guérison, de connaissance de soi à travers les constellations. Son but, c'est d'offrir un cadre pour noter, pour réfléchir, pour intégrer ce qui émerge pendant les séances. D'accord. Il est structuré en 3 temps pour chaque constellation qu'on vit. Avant, pendant et après. L'idée, c'est vraiment d'aider à clarifier son intention avant la séance, à saisir l'essentiel de ce qui se passe pendant, et puis à ancrer les prises de conscience après. Oui, j'ai vu ça. Ces questions dans la section avant la session, elles semblent vraiment faites pour nous faire réfléchir en profondeur avant même de commencer. On nous demande de cerner le problème, les sentiments, les événements familiaux qui pourraient être liés, les schémas qui se répètent. Tout à fait. Elle guide vers une clarification. Quelle est ma demande? Qu'est-ce que je cherche à comprendre, à transformer? Est-ce que c'est une difficulté relationnelle, un blocage pro, un symptôme physique? Quelles émotions sont là? Est-ce qu'il y a des échos dans l'histoire familiale que je connais? Comme des décès prématurés, des migrations, des secrets. Exactement. Des maladies récurrentes aussi. Qui sont les personnes clés concernées? Quels motifs se répètent de génération en génération? Échecs financiers, ruptures amoureuses, certains types de conflits. Et surtout, quelle est mon intention profonde pour cette séance? C'est un vrai travail préparatoire, c'est important. Mhm. Et les sections pendant et après, elles servent donc à capturer l'expérience elle-même et son impact ensuite. C'est cela. La fiche pendant, elle invite à noter les sensations dans le corps, les mouvements importants ou les dynamiques qu'on observe entre les mots présentants. Ces personnes qui incarnent les membres de la famille. Oui. Notez aussi les phrases importantes qu'on entend, les images fortes qui viennent. Et la fiche après, elle est vraiment cruciale pour l'intégration. Quel est mon état émotionnel maintenant? Apaisé, triste, libéré? Quelles sensations physiques restent? Quelles pensées me reviennent? De quoi j'ai besoin? D'accord. Et surtout, quels sont les enseignements majeurs? Et quelles actions concrètes je pourrais poser pour intégrer ça dans ma vie? Le carnet devient alors un outil précieux pour que ces expériences ne s'évaporent pas et poursuivre son propre cheminement. Cet outil du carnet, il a l'air donc vraiment essentiel pour ancrer ces prises de conscience, et j'imagine que c'est souvent là, dans cette phase d'intégration, qu'on commence à se demander, plus précisément, mais c'est quoi au juste cette blessure que je ressens? D'où elle vient vraiment? Oui, Justement, le guide de sanation ancestrale, notre autre source clé, il se penche en détail sur cette identification des blessures héritées. C'est bien ça? oui, absolument. Le guide, il propose une sorte de grille de lecture, si on veut, pour repérer les signes potentiels d'un héritage transgénérationnel dans notre propre vie. Il suggère d'être attentif à plusieurs types d'indices. Lesquels, par exemple? D'abord, les histoires qui se répètent. Vous savez, ces schémas frappants de destins similaires, des morts jeunes, des divorces en série, des faillites à répétition, certaines maladies, qui semblent se transmettre comme ça dans la famille. Un peu comme des motifs qui reviennent sur une tapisserie familiale, oui. C'est une bonne image, tout à fait.
Ensuite, il y a les dates ou prénoms significatifs qui se répètent. Naître le jour anniversaire du décès d'un aïeul. Porter le même prénom qu'un ancêtre qui a eu un destin difficile. Ça peut indiquer une loyauté inconsciente. D'accord. Troisièmement, les exclusions ou les silences. Ces membres de la famille dont on ne parle jamais. Ces sujets tabous, ces secrets bien gardés. Ces zones d'ombre, elles sont souvent chargées émotionnellement. Le guide pointe aussi les mandats familiaux, ces injonctions. Effectivement. Quatrièmement, ces phrases récurrentes qu'on a entendues dans l'enfance et qui agissent comme des ordres latents. Sois forte, ne fais confiance à personne, réussis pour nous, chez nous, on ne montre pas ses faiblesses. Elles peuvent nous programmer sans qu'on s'en rende compte. Mhm. Et enfin, cinquièmement, être attentif aux symptômes physiques ou émotionnels récurrents qui n'ont pas d'explication médicale ou psychologique évidente. Des douleurs chroniques, une anxiété flottante, une culpabilité ou une honte diffuse qui ne semble pas liée directement à notre vécu. Identifier ces liens, distinguer ce qui vient de nous de ce qui vient d'avant, ça ne doit pas être simple. Ça demande un sacré discernement, non? C'est un cheminement, oui. Ça demande de l'attention, de l'honnêteté avec soi-même, c'est certain. D'ailleurs, le guide va jusqu'à identifier, dans son chapitre 7, 7 grandes blessures transgénérationnelles. Ah oui, hein? Lesquels? Il parle de rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison, violence et perte. Et pour chacune, il explore des origines possibles dans l'histoire familiale et comment elles peuvent se manifester chez un descendant. Vous auriez un exemple? Oui, par exemple, une blessure d'injustice peut être liée à un héritage qui a été mal partagé ou une reconnaissance qui n'a pas été donnée à un ancêtre. Eh bien, ça pourrait se traduire chez une personne aujourd'hui par une hypersensibilité maladive à l'injustice ou un besoin compulsif de perfection pour mériter sa place. Vous voyez? Je vois, oui. La reconnaissance de ces échos possibles, c'est vu comme la première étape. Elle est essentielle. Parce que, comme le dit et le redit le guide, ce qui n'est pas vu se répète. Et le but ici, ce n'est pas de blâmer, mais de comprendre, pour pouvoir choisir différemment. D'accord. Et une fois qu'une piste se dessine, qu'on a une intuition sur ce qu'on porte peut-être, là pour le système familial, comment on passe à l'action? Les deux sources, le guide, mais aussi le carnet avec les citations d'Ellinger, elles insistent beaucoup sur l'importance des actes symboliques et de certaines phrases clés. C'est un point fondamental, oui. La compréhension intellectuelle, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas toujours pour toucher les niveaux plus profonds. L'inconscient personnel, l'inconscient familial, ces niveaux-là répondent beaucoup plus au langage symbolique, aux rituels, aux gestes qui sont chargés d'intention. Poser un acte symbolique. Oui, même simple. Ça permet de donner une forme visible à ce qui était invisible et d'envoyer un message de changement au système. Le guide donne des exemples concrets. Je repense aux lettres qu'on brûle, aux bougies. Oui, le chapitre 5 du guide explore plusieurs pistes. Par exemple, écrire une lettre à un ancêtre, pour lui dire ce qui est resté en suspens, la colère, le pardon, la gratitude. Et puis la brûler, comme un symbole de transformation, de libération. D'accord. Ou bien allumer une bougie pour un membre de la famille qui a été oublié, pour lui redonner symboliquement sa place, sa lumière dans le système. Planter un arbre en mémoire d'une histoire douloureuse, pour ancrer la vie qui continue malgré tout. Et utiliser ces phrases spécifiques. Exactement. Ces phrases dites de guérison ou réparatrices, elles ont, semble-t-il, le pouvoir de rétablir l'ordre symbolique. Le guide propose des phrases qui sonnent presque comme des déclarations très fortes. Ceci t'appartient. Par amour pour toi, je l'ai porté un temps. Maintenant, avec amour et respect, je te le rends. C'est puissant, ça. Ou pour un exclu, toi aussi tu fais partie. Je te vois maintenant. Tu as ta place dans mon cœur. Ces mots ont vraiment une force particulière. Ils en ont une, oui. Elles sont souvent utilisées en constellation et le guide les reprend. Elles agissent comme des clés en fait. Elles nomment la réalité, elles reconnaissent ce qui y est, elles rétablissent l'ordre. Par exemple, rendre un fardeau à qui il appartient vraiment. Et elles permettent une désidentification saine. Elle parle directement à l'âme familiale, comme vous disiez. C'est un peu ça, oui. C'est fascinant de voir comment les deux sources, même si elles sont différentes dans leur forme, insistent sur cette puissance du langage et du symbole. Le carnet aussi, avec ses citations de Hellinger, offre des phrases qui peuvent provoquer des déclics. Celles sur les moutons noirs, par exemple, qui sont en fait des pionniers de la libération pour l'arbre. Oui, j'ai vu ça. Ou sur la force cachée dans les épreuves. Voilà. Dans le même ordre d'idées, le guide suggère, au chapitre 9, de créer un autel ancestral. Quelle fonction ça remplit ça, selon le guide?
L'autel ancestral, c'est une manière de rendre concret le lien et l'hommage aux ancêtres. C'est créer un petit espace dédié chez soi, avec peut-être des photos, des objets symboliques, une bougie. Ce n'est pas religieux? Non, pas au sens d'un culte religieux, c'est plutôt un point focal sacré, personnel. Ça sert à se connecter, à déposer des intentions, à exprimer sa gratitude pour la vie qu'on a reçue, à demander leur soutien symbolique aussi. C'est une façon de donner une place physique, honorifique, à ceux qui nous ont précédés. Et ça aide souvent à les sortir de l'intérieur de nous pour les placer respectueusement à leur juste place, à l'extérieur. C'est souvent très libérateur en fait. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier l'outil du journal qui revient dans les deux sources. Le carnet de constellation en est un exemple et le guide parle aussi d'un journal de guérison ancestrale au chapitre 10. Le simple fait d'écrire ses émotions, ses rêves, ses prises de conscience, ou même des dialogues imaginaires avec ses ancêtres. C'est un acte symbolique en soi. Oui, c'est un acte symbolique fort. Ça permet d'objectiver, de prendre du recul et souvent de voir émerger des liens ou des compréhensions qui restaient cachés. C'est vraiment un compagnon précieux pour ce type de cheminement intérieur. Le guide parle aussi dans le chapitre 8 de fermer les cycles avec les ancêtres. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, au-delà de l'expression elle-même? Fermer un cycle dans cette optique, c'est avant tout se libérer des intrications, de ces liens inconscients, de ces sortes de pactes symboliques qui nous attachent à un destin ou à une souffrance qui ne nous appartient pas en propre. Des pactes, comme quoi? Ça peut être des loyautés invisibles, du genre par loyauté envers toi, maman, papa, grands-parents, je ne m'autoriserai pas à être plus heureuse que toi. Ou je porterai ta tristasse pour te soulager. Ou encore, je resterai fidèle à l'échec familial. Donc ça ne veut pas dire couper les ponts ou renier son histoire, alors? Surtout pas. Au contraire, c'est plutôt un processus en 3 temps. D'abord, il faut reconnaître. Reconnaître pleinement l'histoire, la charge, la loyauté qui est en jeu. D'accord. Ensuite, il faut honorer. Honorer la personne ou l'histoire concernée. Lui donner sa juste place, avec respect pour ce qui a été vécu. Que ce soit difficile ou non. Et le troisième temps? C'est de poser un acte conscient de libération. Ça peut être un rituel, une phrase puissante, pour affirmer son droit et sa capacité à choisir sa propre voie. Une voie distincte de celle de l'ancêtre. C'est un peu comme dire « je te vois, je vois ton destin et je le respecte. Et maintenant, forte de la vie que tu m'as transmise à travers les générations, je choisis mon propre chemin. » Et une fois cette démarche de reconnaissance, d'honneur et de libération entamée, comment le chemin se poursuit? Le guide insiste bien dans ses derniers chapitres sur le fait que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une solution miracle, c'est plutôt un cheminement continu. C'est exactement ça. C'est essentiel de comprendre que la guérison ancestrale, ce n'est pas une destination avec une ligne d'arrivée où tout serait réglé, hop, terminé. Non, bien sûr. C'est un processus, un cheminement organique, qui peut même avoir une forme de spirale. On revisite parfois les mêmes thèmes, mais avec une conscience différente, à un niveau plus profond. Et quand on libère une charge, eh bien, un espace secret. Le guide utilise une très belle expression, il parle de vide fertile. Un vide fertile. J'aime bien cette image. Oui, moi aussi. Cet espace, il permet à du nouveau d'émerger. De nouvelles compréhensions, de nouvelles possibilités, de nouvelles manières d'être au monde, d'être en relation. L'objectif n'est donc pas d'éliminer toute difficulté de sa vie. Ce serait irréaliste. Non, le but ultime, ce n'est pas une vie lisse et sans aucun défi. C'est plutôt de vivre avec plus de conscience, plus de liberté intérieure, plus d'alignement avec qui on est vraiment et avec son propre potentiel. Il s'agit d'apprendre à naviguer les défis de la vie avec davantage de ressources intérieures. D'accord. Et le cheminement, ça implique de célébrer chaque pas, même petit, de continuer à avancer avec présence, avec compassion pour soi-même, en utilisant les outils qu'on a découverts, le journal, les rituels, les phrases ressources, et en faisant de plus en plus confiance à son intuition, qui s'affine au fur et à mesure. Il y a une phrase clé du guide, citée dès le début, qui résume ça magnifiquement, je trouve. Ta vie ne commence pas avec toi, mais la guérison, oui. Absolument. Ça résume parfaitement cette invitation à prendre sa responsabilité, là, maintenant, dans le présent, pour transformer cet héritage du passé.
En définitive, oui, ces documents nous conviennent vraiment à regarder notre histoire personnelle comme étant tissée dans une toile bien plus vaste, celle de notre lignée, les constellations familiales, l'exploration de l'arbre généalogique sous cet angle émotionnel, les approches de guérison ancestrale, tout ça, ça offre des clés de lecture, des outils pour décrypter cet héritage invisible. Oui, Ce qui est frappant, je trouve, en lisant ces deux textes ensemble, c'est cette convergence sur l'idée que regarder le passé familial avec clarté, même ses aspects difficiles, ce n'est pas une source de poids supplémentaire. Au contraire, c'est peut-être la clé même de notre liberté future. Il s'agit de transformer les fardeaux, les répétitions, les blessures, en force vive pour aujourd'hui. c'est vrai. L'idée forte qui émerge de notre exploration, c'est ça. Ne plus voir ce passé comme une fatalité, une condamnation inéluctable, mais comme une mine d'informations et un potentiel de libération immense. Et ce, avec des pistes très concrètes finalement. Revisiter son arbre sous un angle émotionnel, utiliser la puissance de ses actes symboliques, s'approprier ces phrases qui semblent parler directement à l'âme, et tenir un journal pour accompagner tout ça. Tout à fait. Et cela nous conduit peut-être à une réflexion pour continuer l'exploration intérieure. Si on pouvait, là consciemment, choisir un don spécifique, une force particulière ou une forme de résilience qui vient de notre lignage, même si elle est née d'une histoire difficile, pour l'amplifier et l'honorer dans notre vie actuelle, quelle serait-elle? Hmm, Et qu'est-ce que ce choix nous dirait sur ce dont nous avons besoin ou ce que nous aspirons à incarner maintenant? Voilà une question qui ouvre assurément de nouvelles portes intérieures. Merci infiniment pour cette analyse approfondie et vraiment éclairante aujourd'hui.